bien, professeur au département de sociologie de l'Université Laval. Daniel Mercure a publié plusieurs ouvrages, une dizaine d'ouvrages, et apparaît prochainement sous le titre La signification du travail. La présentation de Daniel Mercure est intitulée Configuration structurelle et logique d'action. Daniel. Merci. D'abord, j'aimerais féliciter notre président et tous les collègues de Lausanne et de Suisse pour l'organisation de cette université d'été, qui, de toute évidence, est un succès. Alors, mes félicitations et merci à tous les organisateurs. Alors, puisque je m'adresse à de futurs collègues, à des doctorants, donc à de futurs collègues qui, de façon générale, en sont à l'élaboration de leur première véritable grande recherche, je me suis posé une question toute simple, que j'ai d'ailleurs l'habitude de me poser régulièrement lorsque j'amorce un nouveau projet de recherche, à savoir quels sont les principaux défis à relever au moment de l'élaboration d'une recherche. Voilà une question banale, au premier regard, mais fondamentale. Quels sont les principaux défis à relever? Et puis, bien sûr, il y a quelques écueils aussi. Alors, j'ai structuré l'exposé autour de ces trois défis, car, à mon sens, parmi les nombreux défis, trois méritent une attention soutenue. Et ça ne va pas de soi, quand on élabore un projet de recherche, que de surmonter les difficultés de conceptualisation qui sont liées à ces trois défis. Et le fait de les surmonter, me semble-t-il, est garant d'une recherche de grande portée. Car un des enjeux, à mon sens, c'est de donner une portée à notre recherche. Ce n'est pas évident, ça. Alors, je crois qu'il y a trois défis. Je les énumère rapidement. Premièrement, développer une lecture verticale, j'y reviendrai, de l'activité de recherche afin de concilier de façon dynamique la démarche de recherche empirique et l'élaboration théorique. Alors, c'est le grand truc classique. Hein? Comment on concilie recherche empirique et élaboration théorique? Et comment on le concilie concrètement dans l'acte de recherche? La deuxième question, puisqu'on est sociologue, puisqu'on analyse la société, concerne les niveaux d'analyse. Comment circonscrire de manière précise les opérations de transformation et d'inférence théorique qui permettent de tracer des passerelles entre le microsocial et le macrosocial. Ça non plus, ce n'est pas évident. C'est banal, mais on vit avec ça. Hein? Parce qu'on ne peut pas nécessairement toujours observer à partir des données statistiques générales le macrosocial. On veut bien aller sur le terrain, voir la réalité telle qu'elle se fait, mais on peut faire de l'inférence théorique. Mais comment on pense ces opérations? Alors, à mon sens, ça, c'est le deuxième défi. Et puis, il y en a un troisième qui consiste à arrimer, au moment de l'analyse, les faits de structure et les logiques d'action. Commençons par un bref retour en arrière sur les assises de notre discipline, sur les écueils à éviter, sur ce que Bacon appelle les idoles. Je reviens sur Bacon, Durkheim et quelques sociologues contemporains pour aborder ce point qui est celui de la lecture verticale du social. Alors, Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique, plus particulièrement dans son célèbre chapitre intitulé « Règles relatives à l'observation des faits sociaux », évoque les réflexions et les analyses de Francis Bacon, dont il a été question tout à l'heure, qui, à l'aube de la Renaissance, vous le savez, se fait le chantre des sciences positives. Et c'est dans Novum Organum qu'il pourfend les idoles et les notions fausses qui déforment notre connaissance de la réalité, ce que Durkheim, reprenant Bacon, désigne, et je le cite, comme les fantômes qui nous défigurent le véritable aspect des choses et que nous prenons pour les choses mêmes. Ces idoles sont au nombre de 4, je les rappelle, en jouant un peu de la métaphore. Il y a les idoles de la tribu, de Bacon. C'est la paresse naturelle, nous dit-il, de l'esprit, qui nous incite à généraliser en ne tenant compte que des faits favorables. En fait, c'est la logique de l'essai. Ce n'est pas comme ça qu'il s'exprime, mais c'est ça, c'est l'essai. L'essai qui consiste à ne considérer que les faits favorables à la thèse défendue. Mais lorsqu'on fait une recherche, on ne fait pas un essai. Ce n'est pas la même chose. J'ai beaucoup de respect pour l'essai, cela étant dit. Ensuite, il y a les idoles de la caverne.
soit les habitudes et les types d'éducation dont l'esprit est prisonnier et qui sont à la source de maints préjugés, issus d'un regard sur l'ombre des choses, pour demeurer fidèle à la métaphore de Platon empruntée par Bacon. Donc, la prise en considération de cette mise en garde nous incite à ne pas réfuter d'entrée de jeu une pensée de la rupture, par opposition à la sociologie spontanée. Oui, on a évoqué Bourdieu tout à l'heure. Autrement dit, nous incite, à mon avis, à beaucoup de prudence quant aux interprétations premières des acteurs, qui doivent néanmoins être considérées, ne serait-ce que comme des schèmes guidant l'action, mais pas nécessairement comme des interprétations définitives du phénomène étudié. Je vous dis comment je vois les choses. Vous pouvez critiquer, ce que vous ferez de toute façon. Troisièmement, les idoles de la place publique, soit le langage commun ou les classifications toutes faites qui sont au centre de ce que Durkheim appelle les prénotions. Autrement dit, ce à quoi je vais en venir à partir des trois premières idoles, c'est à la chose suivante. Je pense qu'on ne saurait trop insister sur le fait, malgré le petit côté positiviste que vous allez sentir chez moi, je crois qu'on ne saurait trop insister sur le fait que c'est souvent lorsqu'elle est allée à l'encontre du sens commun et des notions toutes faites, selon moi, que la sociologie a produit des connaissances novatrices et pertinentes. C'est ça que je voulais vous dire. Et les exemples sont nombreux, je n'ai pas beaucoup de temps, mais pensons à William Foote White, à Street Corner Society, une grande monographie sur les délinquants, à propos notamment de la structuration des groupes. Alors qu'à l'époque, la délinquance était communément associée à la désorganisation sociale. Les délinquants, c'est des gangs désorganisés. Que révèle l'enquête? Elle montre au contraire un très haut niveau d'organisation informelle de la communauté étudiée. Et on peut presque ajouter, et c'est l'inverse, ce sont les familles qui sont désorganisées et non pas les gangs. C'est la naissance du travail social en Amérique du Nord, les enquêtes de Foote White. Ça va à l'encontre du sens commun. Pensons aux travaux de Samuel Stoffel, très intéressant, notamment American Soldier. Il fait une étude sur les pilotes d'avion de l'armée américaine. Les pilotes de chasse sur les porte-avions, imaginez, c'est pas rien. Et il montre que, contrairement au bon sens, le bon jugement, le sens commun, celui qu'on va chercher dans l'interprétation première en faisant nos entrevues, contrairement au bon sens, il montre que trop de promotion peut soulever beaucoup d'insatisfaction. Effectivement, dans un escadrille, on est 15, on sait tous qui est le meilleur pilote, on comprend qu'il est la promotion, on sait tous qui est le deuxième ou troisième meilleur pilote, mais quand arrive le quatrième, un instant, ça devrait être moi. Contrairement donc à la lecture psychologique, augmenter les promotions, vous allez avoir plus de satisfaction. Vous avez ici un cas parfait, contre le sens commun, qui fonde la lecture sociologique, la dynamique de groupe, et qui indique clairement que, effectivement, trop de promotion peut avoir l'effet inverse. En fait, l'explication savante, c'est un degré élevé de mobilité suscite des espoirs excessifs qui ne peuvent être satisfaits lorsque le groupe de référence est le groupe d'appartenance. Relecture dans le bon langage sociologique. Des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Donc, le sens commun, la sociologie spontanée, j'étudie les représentations. Ce qui apparaît réel est réel dans ses conséquences. Comme si, de ce qui apparaît réel est réel dans ses conséquences, il s'ensuivait que ce qui est réel est le produit de ce qui est apparu réel. Pas tout à fait. Il faut faire attention. Enfin, je vous donne mon point de vue. On va avoir un peu de débat, là, si je ne m'infonde pas avec mon rhume avant la fin de l'exposé. Enfin, les idoles du théâtre, ça on les connaît bien, soit le prestige des grandes élaborations philosophiques dogmatiques qui sécurisent les esprits à l'aide de systèmes cohérents, parfois fort éloignés du réel, et qui s'imposent souvent à nous sous la forme des seuls arguments d'autorité. Aristote a dit, Marx a dit, j'arrête là. Il s'agit en fait d'un double rappel. D'abord que l'argument d'autorité est l'argument des savants sans argument, bien sûr. Ensuite et surtout que l'utilisation d'un paradigme ne saurait être confondue avec un cadrage théorique unilinéaire qui ne prend pas en compte la singularité des réalités toujours en mouvement. Au cœur de l'œuvre de Bacon ne se trouve pas que la critique des fausses idoles. Il y a aussi, de manière plus fondamentale, une interrogation profonde sur le lien entre la raison théorique et l'expérience pratique. C'est ce que l'on retrouve aussi chez Robert K. Merton avec le Miller-Rand Theory. Sur ce point, on va s'amuser un peu. Bacon propose une amusante métaphore qui résume l'essentiel de son questionnement, soit celle de la fourmi et de l'araignée. Il blâme les empiristes qui se contentent d'amasser les faits
comme les fourmis et les provisions. Il blâme également les rationalistes radicaux qui, à la manière des araignées, tissent des théories sous la forme de toiles édifiées hors de la réalité. Merton reprend cela. On pourrait dire que les fourmis, c'est-à-dire les hyper-empiristes, ignorent si ce qu'ils disent a un sens, mais soutiennent que c'est vrai, alors que les araignées, soit les suprêmes théoriciens, pensons à Parsons, ignorent si ce qu'ils disent est vrai, mais savent que ça a un sens. Alors cette question me semble toujours d'actualité. Alors, cela étant dit, on ne suivra pas plus loin David Bacon, dont la conception de la science n'est pas sans comporter son lot d'idoles discutables, évidemment, surtout s'il nous vient à l'esprit de transposer mécaniquement les méthodes des sciences de la nature aux sciences, dont l'objet est doté de conscience, d'intention et de réflexivité, c'est-à-dire les nôtres. On pourrait aussi ajouter, à l'instar de Wright-Mills, évidemment, que l'acte de connaissance ne saurait se limiter à une série de procédures rigoureuses, qu'il fait aussi appel aux qualités acquises par le chercheur, à son imagination sociologique, pour reprendre le titre de l'ouvrage célèbre de Mills, que je mettais toujours sur le coin de mon bureau quand j'étais étudiant, question de narguer notre professeur de métaux. Mais c'est un bon ouvrage quand même. En tout cas, les aphorismes de Bacon témoignent d'une question centrale, concilier théorie et empirie dans l'acte de recherche. Et à défaut d'être nouvelle, cette question elle est fondamentale pour tout chercheur, aujourd'hui comme hier. L'objectif principal poursuivi, c'est donc de tenter de dépasser l'opposition classique entre théorie et méthode, en vue de favoriser une lecture verticale de l'activité de recherche, c'est-à-dire comment insérer davantage l'empirie dans l'élaboration théorique et ancrer cette dernière dans l'empirie. Voilà, me semble-t-il, l'un des principaux défis que doit affronter tout chercheur, junior comme senior, en sciences sociales comme ailleurs. Et ce n'est pas aussi banal qu'on le croit, une telle question. Alors, de manière métaphorique, moi, comment je vois les choses, je résume en ces mots ce que je crois être mon humble avis, la posture savante idéale, en tout cas, celle que je suis enclin à privilégier. Je vois les choses d'une façon très simple. Toujours favoriser une lecture verticale du social, ce qui veut dire, dans mon esprit, de manière métaphorique, avoir les deux pieds dans l'eau froide, bien glacée, celle de l'empirie, afin d'éprouver le frisson du réel. Et la tête, non pas dans les nuages, mais au-dessus des nuages, afin d'être aveuglé, partiellement par les idées et les concepts, à partir desquels on tente de rendre compte théoriquement du réel. Il s'agit donc de traverser les nuages, des interprétations multiples, communes et savantes, qui tentent de synthétiser et d'expliquer la froidure des faits. Alors, tout ceci, je le résume par une affirmation simple. Débuter toute recherche, à mon sens, c'est comme ça que je vois les choses, toute recherche en ayant en tête des scénarios d'inférence théorique, sans pour autant se sentir obligé de s'y tenir, y compris dans le cas de la recherche inductive et du coup classique de la théorie ancrée en cette étape qu'on va vous... qui permet en 2 paragraphes de dire, voilà, on verra après coup. Les mots de tête commencent à la fin. Ce qui est intéressant dans l'hypothético-déductif, c'est qu'on a les mots de tête théoriques au début, et dans l'inductif, on a les mots de tête à la fin. Mais le problème de l'inductif, c'est qu'à la fin, on est fatigué. Et c'est là qu'il faut théoriser. Et dans l'autre cas, on est en forme au début, mais on s'encadre, on s'enferme. On est pris là-dedans. C'est comme ça. Ça m'amène à ma deuxième question. Les liens entre le micro et le macro-social. Question banale, la question des niveaux, mais c'est pas rien, ça non plus. Il y a toute la question, mais je n'ai pas le temps, des formes de l'explication. J'avais préparé quelque chose, on n'aura pas le temps. Je vais mettre de côté la question des formes de l'explication, qui est centrale, évidemment, pour aborder celle des rapports complexes entre le micro et le macro-social. Donc, concrètement, ça pose de nouveau le problème de la place de la théorie dans l'explication et des formes d'inférence théorique considérées d'après leur modalité de déduction, d'induction, de raisonnement. Selon quelles conditions et en vertu de quelles opérations de transformation les observations microsociales permettent-elles de rendre compte des processus sociaux globaux? Parce que c'est pas rien trouver une réponse à ça, trouver une manière de faire, en fait. Et inversement, comment une théorie générale ou une heuristique taxinomique assure-t-elle le passage des faits de structure aux logiques d'acteurs? Alors, pour certains plus proches de la tradition durkheimienne, les faits sociaux sont irréductibles à des logiques d'action individuelles, alors que pour d'autres, de telles logiques façonnent l'ensemble du tissu social, somme d'action et d'interaction,
qui néanmoins produisent des effets parfois non conformes aux intentions premières des acteurs, etc., etc. Bref, entre holisme et individualisme méthodologique, se dessinent évidemment des perspectives multiples qui tentent de dépasser une telle opposition, dans ce qu'il est convenu d'appeler notamment la nouvelle sociologie. Mais cela ne change pas le fait que la question des opérations de transformation qui permettent de concilier micro et macro-social, ça reste toujours un enjeu important. Et à chaque fois que vous commencez une recherche, vous avez ce problème devant vous. C'est ce que Coleman examinait sous l'axe du problème des niveaux d'analyse, hein, qui va être abordé, je pense, par Grossetti cette semaine. On n'y échappe pas. Alors, évidemment, il y a plusieurs manières de relever ce défi. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que vous devez vous arrêter à la manière dont vous allez relever ce défi. On ne va pas faire la liste complète, je peux en donner quelques exemples. 2 à titre illustratif. Donc, question de niveau, cadré micro-macro. Alors, celle du précadrage logico-théorique du schéma de recherche empirique. Hein, je l'appelle comme ça. Le précadrage logico-théorique du schéma de recherche empirique. Et puis, une deuxième manière, mais il y en a d'autres, c'est la construction de la représentativité des faits par emboîtement successif des niveaux macro-micro. Ça, on la connaît bien, hein, c'est l'entonnoir. Mais si je m'arrête à la première, c'est un cas, je crois que je vais m'y arrêter plus longuement, c'est un cas intéressant. Le précadrage logico-théorique du schéma de recherche, je retiens un exemple d'une thèse de doctorat de l'un de mes étudiants, qui est aujourd'hui professeur à l'Université d'Ottawa, qui s'appelle Liliane Négura. Alors, soyons concrets. Il se présente dans mon bureau. Mon objectif, c'est d'étudier, en gros, de manière approfondie et qualitative, il voulait faire des entrevues, les transformations de l'éthos du travail dans la société en transition post-communiste dont je suis originaire, c'est-à-dire la Moldavie. Ça part comme ça. Donc, OK. Là, on a un petit problème de niveau. Le précadrage consiste à repérer des opérations de base. Alors ici, je dirais qu'il y a 2 choses fondamentales. D'abord, circonscrire un terrain à forte possibilité d'inférence théorique. Et ça, c'est un choix. Il faut y penser longuement. Alors, dans le cas présent, pour être concret, je ne vais pas vous faire rire, mais c'est ça qu'il a fait, mais c'est bon. Les vendeurs de magasins d'alimentation en Moldavie. Alors, avant la transition, l'accès aux produits alimentaires, c'était un enjeu quotidien central en Moldavie. Central. À telle enseigne que le titulaire d'un poste de vendeur dans un magasin d'alimentation bénéficiait d'un statut social élevé. Son statut était élevé car il avait la possibilité de procurer ou de réserver certains aliments à des personnes particulières dans une société marquée à l'époque, sous le système communiste, par des pénuries fréquentes de plusieurs produits alimentaires prisés. Il avait un statut social élevé, ce vendeur dans un magasin d'alimentation, qui a en même temps l'intérêt de représenter les petites classes, hein, moyennes, inférieures. Donc, évidemment, l'introduction d'une économie capitaliste a changé radicalement la position privilégiée des vendeurs, voire l'a inversé au profit des demandeurs de produits alimentaires. Maintenant, il sert, il a perdu le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'argent. Donc, premier ordre de raisonnement, qui, comment, donc on dit, voilà, les magasins et les vendeurs de magasins d'alimentation. Ils sont entre les différentes zones du système. Deuxième élément, une opération de réduction pour circonscrire les changements sociétaux en cours. Donc, on a dit qui, mais quels sont les changements? Mais attends, on s'en va dans une recherche qualitative. Il faut prendre des décisions, il faut réduire. On se fait critiquer à chaque étape, mais c'est ça la démarche scientifique. Alors, ces changements étaient essentiellement de 2 ordres, à notre sens. D'abord, la modification de la propriété, donc privatisation des magasins d'alimentation, donc magasins privés, magasins non privatisés. Ensuite, la transformation des anciennes formes d'organisation du travail et le passage à de nouvelles formes d'organisation du travail. On a donc, sur cette base, puisqu'on va être dans le qualitatif, un tableau binaire croisé à 4 espaces de tribus qui témoigne des changements en cours et des relents de l'ancien système. Dans nos espaces de tribu A, on a magasin d'alimentation à propriété étatique géré selon l'ancien mode d'organisation du travail. C'est donc le passé, l'ancienne société à prétention communiste. Bloc B, magasin d'alimentation à propriété privée assorti de nouvelles formes d'organisation du travail. C'est le nouveau monde capitaliste en cours d'élaboration. C, entre les deux, propriété d'État, mais nouvelles formes d'organisation du travail, ou encore D, propriété privée et maintien des anciennes formes d'organisation du travail. Donc, sur la base d'un échantillon de magasins d'alimentation correspondant à ces 4 cas de figure,
On peut voir les changements dans la représentation du travail chez les vendeurs et ainsi repérer les effets des changements en cours sur le travail et les nouvelles et anciennes formes d'éthos du travail. A et B donnent une vue d'ensemble de l'ancien et du nouveau monde. C et D indiquent le poids relatif des facteurs de changement, organisation du travail ou propriété, ce qui permet de construire une interprétation plus solide de A et B. On peut ajouter d'autres exemples sur la construction de la représentativité des faits par emboîtement successif. Autre approche, dans le travail déraciné, une enquête qu'on a menée sur les nouvelles stratégies d'entreprise, on a essayé d'étudier sur une période de 30 ans les effets des nouvelles stratégies d'entreprise du secteur secondaire, grandement soumis à la concurrence internationale. Alors là, c'est la logique de l'emboîtement. Donc, on repère les grands cycles économiques occidentaux. Ensuite, on choisit un secteur important au Canada qui se caractérise par une forte fluctuation selon le marché mondial, par un équilibre entre densité de capital, densité de main-d'œuvre, donc technologie moyenne. On retient l'industrie des pâtes et papiers, dont les cours varient selon le niveau mondial. À l'intérieur de ça, on choisit une grande entreprise qui est dotée de plusieurs usines dont les fluctuations du marché correspondent aux changements internationaux. Et puis, on choisit une usine dans cette entreprise qui correspond aux grandes fluctuations et au contrôle. Donc, la logique de l'entonnoir, avec tous les risques que ça implique, évidemment, mais il faut faire des choix. Donc, l'étude empirique permet, on tente ici, en tout cas, d'inscrire les faits observés dans des stratégies plus globales en suivant les logiques de marché. C'est des inférences théoriques nombreuses, critiquables, qui l'ont été, évidemment. Et puis, il y a d'autres approches. On concilie le quantitatif, le qualitatif, dans la signification du travail, le livre dont il parlait. Donc, on fait une enquête sur un échantillon représentatif, sur l'éthos du travail. On construit une typologie fondée sur la finalité et la centralité du travail. Donc, on a un portrait. On reprend cette typologie-là et ça devient les critères pour lancer les entrevues en profondeur. Donc, on essaie, ce faisant, de donner une portée aux entrevues sur la base d'un échantillon représentatif. Vous voyez? Mais c'est toujours la même question. Il y a 50 000 réponses. Il y en a des bien meilleures que ce qu'on a fait, alors c'est sûr. Mais il faut le faire, à mon sens. C'est fondamental. Donc, d'autres exemples pourraient être présentés, mais la question est toujours la même. Repérer différentes manières d'effectuer des transitions entre les niveaux d'analyse. Plus concrètement, comment penser l'analyse globale de la société à partir d'études portant sur des cas singuliers ou des échantillons réduits, ou encore comment donner une plus grande amplitude aux observations microsociales sur la base de nos connaissances relatives aux tendances macrosociales. Il faut le faire si on va donner de la portée. C'est une question pertinente à laquelle, à mon avis, tout chercheur est appelé à faire face un jour ou l'autre, du moins s'il désire éviter que ses travaux de terrain soient insignifiants sur le plan de la compréhension de la société globale ou que ses élaborations théoriques ne trouvent aucun arrimage dans la réalité sociale. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et puis, troisième truc, et là, ça devient encore plus compliqué, c'est arrimer, au moment de l'analyse, les faits de structure et les logiques d'action. Inutile de rappeler, hein, on peut partir de loin, hein? Liberté, déterminisme, on peut remonter toute la chaîne en sciences sociales. Il faut y réfléchir. Moi, ce que je fais sans originalité, je fais du copier-coller, je vais du côté d'Elias, j'emprunte à Elias. André Ducret va nous donner une conférence savante sur cette notion de configuration. Mais si je reprends mon exemple sur l'industrie forestière, comment on travaille ou comment on essaie de travailler, ça s'inspire de Norbert Elias, notamment de ses distinctions entre structure fondamentale et configuration structurelle. Alors, dans un premier temps, dégager le cadre conceptuel de la structure fondamentale. Dit simplement, les règles du jeu. On essaie de dégager les règles du jeu. Dans mon cas, c'est un secteur industriel, les pâtes et papiers. Donc, dans le cas présent, en considérant les stratégies d'investissement et de position sur le marché du papier de l'entreprise étudiée, en repérant les changements majeurs dans les modes de gestion au cours des 30 dernières années, en examinant les changements dans l'organisation, qui comprennent l'introduction de nouveaux équipements, etc. Donc, au niveau très général. Très général. J'analyse toujours les données factuelles avant le discours. Hein. C'est rare de faire le truc qu'on m'a enseigné. On va faire des entrevues exploratoires, puis on va aller chercher les données. Non, moi, je fais toujours l'inverse. Sortez les données. Alors, c'est fou, les données sortent, mais c'est complètement absurde. Et là, on découvre des choses. Enfin, revenons à mon truc de départ.
Donc, dégager la structure fondamentale. Alors, dans le cas présent, on en arrive à une structure fondamentale trinaire et non pas binaire, comme l'affirmaient des études dans le domaine de la gestion à l'époque, quand on a fait cette étude, qui comprend 3 dimensions fondamentales, toujours considérées dans les différents éléments stratégiques que j'ai énumérés, mais à des degrés divers selon les périodes étudiées. Parce qu'on étudie ça sur 30 ans. On va construire les périodes à partir de cette structure fondamentale. Elle comporte 3 choses. La flexibilité, donc privilégiée lorsque la demande est fluctuante. Les entreprises ajustent la variabilité de la demande du point de vue du volume et de la nature des produits. Donc, il y a toujours dans la prise de décision la flexibilité. Ensuite, il y a la productivité, évidemment. Elle est toujours présente, mais elle est privilégiée lorsque la demande est stable. Ah bon, on ne comprend pas trop là, mais c'est ça. Et puis, et ça c'était le truc inattendu, la sécurité comme enjeu central des grandes entreprises. Pas seulement la sécurité des approvisionnements pour répondre à la demande, mais aussi une forme de sécurité qu'on n'avait pas vue, qui consiste à éviter l'arrivée de concurrents dans un marché en expansion. Autrement dit, quand ça va bien, les entreprises se sentent menacées. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Et c'est là qu'elles achètent des canards boiteux, pour éviter que les concurrents mettent les pieds dans le marché. Donc, c'est une structure fondamentale. Vous voyez, je suis la démarche d'Elias. Enfin, tu me corrigeras, André. Donc, une structure fondamentale, flexibilité, productivité, sécurité. Donc, un triangle. Partant de là, de cette structure trinaire qui nous semble présente dans les grandes décisions, à partir de là, dans un deuxième temps, on hiérarchise les périodes, quoi. On dégage des périodes. Dans notre cas, 3 périodes, une période expansionniste, productiviste, impartitionniste. Et là, dans un deuxième temps, on va repérer les configurations historiques, c'est-à-dire les différentes périodes d'évolution du travail, mais en tenant compte des logiques d'acteurs et différentes configurations qui correspondent à des modes d'agencement particuliers entre les 3 impératifs de la structure fondamentale, c'est-à-dire des modes d'interdépendance, mais concrets, dans lesquels les logiques d'acteurs jouent un rôle central. C'est la configuration historique. L'espace d'action est plus ou moins ouvert. Dans le cas présent, c'est les 3 périodes qui se construisent, mais c'est à partir de chacune des 3 configurations construites sur la base de la structure fondamentale qu'on étudie les pratiques des travailleurs, leur lutte, les changements dans la représentation du travail. Alors, on était chanceux. Les logiques d'acteurs ont révélé la justesse de la structure fondamentale dégagée, mais il aurait pu en être autrement. On aurait pu retoucher la structure fondamentale, bien sûr, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas si important chez les acteurs, et là, jusqu'où on se positionne au-dessus des acteurs, il faut quand même faire attention. Dans notre cas, ça marchait. Donc, les logiques d'acteurs, évidemment, sont riches, elles tracent des lignes directrices des configurations. Ça permet aussi de mieux comprendre le passage d'une configuration à une autre, les dynamiques sociales en action. Les configurations concrètes ne se comprennent dans leur complexité que sur la base des logiques d'acteurs. Ça, c'est sûr, de leur résistance, de leurs initiatives. Mais on sait au moins donner une structure fondamentale qu'on est allé chercher empiriquement, qui est statistiquement fondée. Mais, et la manière de faire, comme je vous le disais il y a quelques instants, il y en a d'autres. Personnellement, j'ai toujours tendance à analyser les données factuelles avant le discours pour repérer la structure fondamentale. Cela révèle parfois des choses qui sont en apparence absurdes, mais qui prennent un sens particulier pour la suite. Exemple, affirmer qu'une entreprise est en état d'insécurité lorsque le marché est en expansion peut sembler complètement absurde, contraire au bon sens. Mais laissez-moi vous dire que c'est vrai. Et la contre-preuve, puisque nous, dans notre protocole, on était à 2 niveaux. On travaillait dans une entreprise, mais aussi, moi, je faisais des entrevues avec les cadres stratégiques, non pas de l'usine, mais de l'entreprise. Et là, je suis en train de vous parler d'une entreprise qui fait partie des 5 majors dans le secteur des pâtes et papiers. Et moi, j'avais en tête, mais pourquoi vous avez acheté telle usine, telle usine? Et là, on avait les reconfirmations, vous voyez. Mais ça ne se jouait pas chez le contremaître dans les entrevues. Ça se jouait nettement au-dessus, mais ça a plein de conséquences.
Ils achetaient ces entreprises des canards boiteux pour éviter qu'une autre entreprise dans les pâtes et papiers, spécialisée au Canada, au Québec, dans l'achat de canards boiteux, mette les pieds dans le marché. Donc, ils se sentent insécurisés dans un contexte d'expansion. Et tout ça change la structure. Là, on découvre ce que ça veut dire, la sécurité. Et là, on dit, non, attendez, la structure fondamentale qu'on retrouve dans les ouvrages de management, de gestion, qui consiste à dire productivité, flexibilité. Il y a un autre pôle qui est sécurité. Ce n'est pas seulement la sécurité des approvisionnements, c'est plus que ça. Vous voyez, mais peut-être que en ayant poussé plus intelligemment, on aurait trouvé une structure à 4 pôles. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé, qu'on n'a pas vu. Il y a probablement des choses qu'on n'a pas vues, qui nous auraient conduit ensuite, dans la compréhension des configurations concrètes, réelles, à voir les dynamiques d'acteurs sous un angle différent. Mais il faut faire des choix. C'est à quoi je veux en venir, et je vais mettre fin à ma communication. C'est à quoi je veux en venir, c'est que, peu importe les réponses, vous avez à y répondre. Sinon, vous faites ce genre de thèse, 60 entrevues sur tel sujet, et puis, et après, j'ai toujours cette phrase assassine, dit en bon langage québécois, puis après. Ça veut dire puis après. Vous pouvez m'expliquer que les gens ont une vie quotidienne, qu'ils accordent plus d'importance au crayon qu'au verre d'eau. Mais après, je préfère encore un bon fonctionnaliste à qui on dit, j'imagine, M. Malinowski, que vous allez nous dire que les boutons de manchette remplissent une fonction. Et la réponse de Malinowski, c'est oui, bien sûr. Et en voici l'historique que sous le règne victorien, dans l'armée britannique, etc., etc. Donc, donner une portée, vous voyez, donner une portée, c'est ça un de nos enjeux. Bref, c'est à quoi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est simplement ceci. Il me semble, et c'est vrai pour nous, on vit ça en faisant de la recherche, et c'est certainement vrai pour ceux qui commencent, que les 3 ordres de problèmes évoqués au cours de ce bref exposé participent quotidiennement de nos entreprises de recherche. Et dans mon esprit, ce sont les 3 principaux défis que doit relever un chercheur soucieux de donner une grande amplitude à sa recherche, à savoir développer une lecture verticale de l'activité de recherche afin de concilier de façon dynamique la démarche empirique et l'élaboration théorique, en évitant, ayant les 2 pieds dans l'eau froide, de s'enrhumer, comme c'est mon cas. 2, circonscrire de manière précise les opérations de transformation et d'inférence théorique qui permettent de tracer des passerelles entre le microsocial et le macrosocial. Et puis 3, arrimer, au moment de l'analyse, les faits de structure et les logiques d'action. À mon sens, c'est la bonne grille d'analyse d'un projet de recherche. Merci. Merci beaucoup, Daniel Mercure. Donc, nous avons une vingtaine de minutes pour échange et questions. Allez-y, monsieur. Oui, j'ai une question sur... Plus fort. Il faudrait que vous reveniez sur l'exemple que vous avez donné d'étudiants. Non, ça va aller, je vais parler. Non, mais il faut être enregistré. C'est enregistré. Ah, ok, c'est bon. Sinon, c'est... Merci. Oui, une question, c'est un retour sur l'exemple que vous avez donné de l'étudiant au doctorat, pardon. Il a défini, finalement, vous avez défini 4 cas, enfin, avec le tableau, donc le ABCD, 4 logiques ou 4 cas de figure qui étaient possibles de rencontrer finalement sur le terrain. Est-ce que les entretiens ont permis, dans une certaine mesure, est-ce qu'il y a eu des entretiens exploratoires qui ont permis de modifier éventuellement cette construction? Et est-ce que finalement l'enquête, les entretiens que vous avez réalisés ont permis finalement à la fin de changer ou éventuellement de déplacer ou de changer de typologie, d'ajouter un autre niveau? Ou est-ce que vous êtes resté finalement sur le cadre qui était défini à l'étude des données avant les entretiens? Il est resté sur le cadre défini. La structure n'a pas été changée en cours de route. Ça se comprend à la lumière du haut degré, et c'est la faiblesse de la force, du haut degré de généralité, puisque
Entreprises privées, entreprises publiques, là, on se comprend bien, là, le régime vient de changer, il y a de nouvelles entreprises privées, entreprises publiques, ça saute aux yeux comme changement. Ancien système d'organisation du travail, nouveau système, ça saute aux yeux. Donc, ça a donné des résultats, mais ça aurait pu être beaucoup plus fin comme analyse, parce que pour le privé et public, ça va, mais il y a la question du temps, par exemple, qui n'a pas été considérée. Privé depuis combien de temps? Depuis 1 an ou depuis 5 ans? Vous voyez, le temps est un facteur important. Il y a aussi la question de l'organisation du travail, parce que quand on arrive concrètement sur un thème comme celui-là, il y a plusieurs sous-dimensions. Empiriquement, ce n'est pas aussi blanc ou noir qu'on le pense, donc ça aurait pu être modifié. Mais concrètement, vous avez affaire à quelqu'un qui va faire des entrevues, va choisir un certain nombre de magasins dans une ville, comme c'est du qualitatif. Empiriquement, il y a une limite. Idéalement... Il y a une force, parce que justement, si dans les entretiens, le temps ressortait comme un facteur important, pourquoi ne pas l'intégrer après On ne peut pas dire que le temps ressortait parce que c'était trop récent, mais on se doute bien, connaissant la variable dépendante qui était le thème de l'éthos, qu'un changement, concrètement, l'éthos, c'est la centralité du travail et la finalité du travail, pour retenir les 2 dimensions centrales. Alors, changer la finalité du travail, est-ce que ça se fait sous une période de 3, 4, 5 ans ou si ça ne se fait pas sur 10 ans? Vous voyez, là, il y a une limite. Hein? L'importance du travail, ou la centralité du travail, ça varie facilement. Hein? Vous avez des problèmes économiques, ou, je ne sais pas moi, vous devenez... vous avez une famille, vous avez un enfant comme couple, l'importance du travail diminue. Ça. Mais la signification du travail, la finalité du travail, ça joue sur des plus longues périodes. Alors là, idéalement, il aurait fallu travailler en 2 étapes, vous voyez, mais il y a les contraintes. On a une deuxième question ici. Vous voulez vous appeler? Ah, on va prendre là, puisque Marie-Odile est déjà là avec le micro. Oui, je reviens. Non, on vous revient. Allez-y. Merci pour votre exposé. Je trouve que c'est très courageux de défendre l'importance de la théorie, parce qu'en sociologie, il y a vraiment... je pense aussi personnellement qu'il y a une espèce de dérive microsociologique, et on oublie l'importance de la théorie. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, je crois, qui insiste sur l'importance de la théorie en sociologie, et du niveau macro aussi, et des passerelles micro-macro. Mais je voulais vous demander, vous parlez des passerelles micro-macro, et vous parlez aussi vous faites une opposition entre l'empirie et les modèles. Et est-ce que pour vous c'est la même chose? Par exemple, si j'arrive à faire rentrer mon objet empirique dans un modèle, est-ce que par là même j'aurais fait une passerelle micro-macro? Est-ce que j'aurais fait le lien micro-macro? Parce que j'ai l'impression que vous dites ça, mais c'est quand même 2 questions différentes. Ouais. Voilà. Oui, c'est une belle question, ça. Moi, je considère que le rôle du modèle, c'est précisément de tracer un pont entre l'empirie et la théorie. Autrement dit, je crois que on peut avoir un modèle purement empirique. Mais à mon sens, ce qui est important, c'est d'avoir un modèle qui a une portée théorique. C'était le cas de l'exemple que j'ai indiqué. La portée théorique, dans le fond, du modèle que je présentais de ce thésard, consistait à dire le passage de l'entreprise publique à l'entreprise privée et le changement d'organisation du travail sont 2 variables déterminantes sur l'état du travail. C'était ça, le précadrage. Donc, à mon sens, le modèle doit comporter précisément et la sensibilité du terrain et un précadrage théorique. Donc, je le vois comme le pont. C'est l'élément central, le modèle. C'est la réduction théorique ou l'inférence empirique vers la théorie. C'est comme ça que je vois le modèle. Est-ce que je réponds clairement ou pas clairement? Parce que je n'oppose pas. Je n'oppose pas modèle et empirie, moi. Oui, d'accord, mais si vous avez fait le lien entre modèle et empirique, du
Ah, si on peut, oui, oui. Ben, c'est-à-dire que le modèle parfait, il fait les deux. Hein. Il fait le passage de la théorie à l'empirie, et en même temps, il permet de faire un passage du micro-macro. Évidemment, là, vous pouvez me répondre, puis vous auriez raison, de dire, oui, mais à quel niveau théorique allez-vous vous situer? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de construire un modèle sur le passage de la modernité à la postmodernité en Occident? Ou si vous êtes dans un middle-range theory pour expliquer les changements dans l'organisation ou dans le monde du travail au sein des sociétés occidentales, mais une en particulier, là, il y a des niveaux, c'est bien évident. C'est sûr. Et plus, évidemment, plus on monte, plus on introduit du multiculturel, plus ça devient délicat, plus ça devient complexe, plus on devient victime de nos préconstructions. Dans une étude, ça s'appelle Culture et gestion en Algérie. C'est une grande enquête qu'on a faite en Algérie. On était confronté à la nécessité d'aller à l'encontre de ce que je disais, c'est-à-dire d'aller tout de suite sur le terrain pour bien saisir le sens des choses. Par exemple, dans la culture algérienne, c'est une culture essentiellement une culture orale et non pas une culture de l'écrit. Même s'ils ont été aux prises avec une société qui leur a fortement suggéré l'importance de l'écrit, puis vers le virage socialiste, l'écrit est devenu important, ça reste une culture de l'oralité. La meilleure façon de s'assurer qu'un travail sera fait, ce n'est pas d'envoyer une note de service, c'est d'aller rencontrer la personne. Et si vous envoyez une note de service à un salarié algérien, c'est l'insulte. Alors que nous, si je reçois une note de service, je comprends que c'est dans le très sérieux. Mais donc, l'oralité, l'écrit, donc des notions fondamentales sur l'incertitude, la notion d'incertitude. Là, on voit bien qu'on ne peut pas construire comme ça. Là. On n'a pas le choix. Là, parce que notre système de catégories est beaucoup trop pollué, en fait. Mais je voudrais juste terminer puis dire, lorsque je soulignais, je vais d'abord chercher des données factuelles, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sur le terrain faire des entrevues. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le cas de l'industrie forestière, on est allé sur le terrain, on est allé sur les chantiers de coupe, hein, à l'abattage des arbres, et aussi, on a interviewé des cadres stratégiques. Mais moi, je trouve ça important de se laisser étonner par les données factuelles avant d'avoir une prénotion issue des entrevues. On trouve des choses qui surprennent, auxquelles on ne s'attend pas, qu'on ne comprend pas. Ça révèle notre ignorance. Et ça révèle nos préjugés aussi. C'est une manière de faire, il y en a d'autres. Deux questions. Oui, Daniel. C'est à moi? Très bien, je le tiens dans le bon sens. Oui, tu as relevé dans ton exposé 3 défis qui sont des défis récurrents pour la recherche sociologique, quel que soit d'ailleurs son domaine de spécialisation, quel que soit son terrain d'enquête. Et un des points que j'ai relevé dans ton exposé qui m'a particulièrement intéressé, c'est l'idée selon laquelle tous les terrains d'enquête ne se valent pas et qu'il y a des terrains d'enquête qui permettent de poser les bonnes questions théoriques, des questions théoriques tout court, et d'autres terrains d'enquête qui le permettent moins. Bon, alors une des remarque qu'évidemment on peut faire, c'est que le sociologue n'est pas toujours maître du choix de ses terrains d'enquête aujourd'hui, même si la demande de sociologie est forte. Et par contre, ce que j'aimerais peut-être te suggérer, enfin j'imagine que tu serais d'accord, mais j'aimerais que tu me le confirmes, de la même manière qu'il y a de bons terrains ou il y a de mauvais terrains, que tous les terrains ne se valent pas, de la même manière, on doit faire, je crois, une différence aujourd'hui entre une sociologie qui est une sociologie qu'on pourrait dire accumulative, c'est-à-dire qui se développe un peu tous azimuts, sous différents types d'enquêtes, etc. Et d'autre part, une sociologie cumulative au sens où, et c'est, je crois aussi, ce que tu as essayé de montrer dans ton exposé, mais j'aimerais être sûr d'avoir bien compris, il y a des questions sociologiques qu'on a arbitrées et qu'on a résolues. C'est-à-dire que notre discipline fait des progrès. Elle est cumulative au sens où il y a des travaux, tu en as cité quelques-uns, qui ont mis en évidence des fonctionnements, des mécanismes sur lesquels on ne reviendra pas. C'est-à-dire que pour nous, c'est des acquis de la discipline. Est-ce que tu serais d'accord alors à faire cette différence également entre sociologie cumulative et sociologie accumulative? Oui, tout à fait. Si on prend la dynamique des groupes, là, on a quand même...
monsieur, un groupe, ça commence à combien? À 2 ou à 3? La réponse du sociologue, sans hésitation, hein, ça commence à 3, puis c'est montré, c'est Moreno. À partir de 3, on passe du couple, il y a une dynamique de groupe, c'est tout. Je donne cet exemple simple. Ce que Stouffer a montré sur la satisfaction remet en question complètement, je ne sais pas, on voit bien les conséquences, toutes les enquêtes sur la satisfaction au travail. Je veux dire, bon, alors là, on a deux cumulatifs. Maintenant, prenons, pour aller dans l'autre sens, prenons le cas de la sociologie de la famille. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec les grandes monographies québécoises, pour prendre le cas de ma société, qui ont été faites sur la famille avant la Révolution tranquille? Pas évident, hein? Parce que l'objet est complètement transformé. Les femmes sont sur le marché du travail, les familles sont moins nombreuses, la pratique religieuse est moins forte, le monde rural, de moins en moins de familles dans le monde rural. Je veux dire, toutes les variables sont en action. Les droits individuels, donc la sociologie de la famille a produit des résultats, mais là, on a des pertes. Hein? Mais c'est lié à quoi? C'est lié au fait que notre objet a changé. C'est lié. Ça dit quoi? Ça dit simplement que c'est pertinent de faire de la sociologie. Parce que si on a d'un côté des éléments cumulatifs, on a de l'autre aussi des réalités qui se transforment tellement rapidement, en l'espace de 40 ans, un changement de société aussi majeur que la transformation de la famille, c'est quand même pas rien. Famille qui, partout en Europe, famille et vie privée, en Europe comme en Amérique du Nord, est la première des valeurs hein, de la société civile, des citoyens. Donc là, on est pris un peu entre les deux. Mais le caractère cumulatif, pour y arriver, il faut théoriser, parce qu'il faut conceptualiser, à mon avis. Oui, alors je trouve que c'est une méthodologie tout à fait innovante, hein, parce que bon, par rapport à ce auquel on a été habitué, on nous demande de choisir toujours un cadre de référence théorique et de l'articuler au terrain. Alors là, ça nous a toujours posé des problèmes, hein, parce que là, je m'interroge sur la validité de ce cadre théorique. Et là, je voudrais aussi vous poser la question sur ce que vous entendez par... j'aimerais vous développer une lecture verticale. Est-ce qu'il faut toujours remonter des lectures et toujours aller, par exemple, de haut vers... Est-ce qu'il y aura toujours une interaction vers le haut, enfin verticalement, c'est-à-dire redescendre dans la réalité, la valve factuelle, et comment faut-il faire pour vraiment relever ces pertinences, enfin, pour vérifier ces résultats? Là, ça nous pose un gros problème, parce que, au point de vue modèle théorique, déjà, c'est pas facile, hein, c'est un choix, hein, un choix qui n'est pas arbitraire, bien sûr, mais qui est aussi libre, hein, par rapport à ce que l'on veut démontrer, ce que l'on veut prouver sur le terrain. Et là, il y a aussi les dangers de l'interprétation. Hein. Il y a aussi, pour moi, est-ce que je ne suis pas en train beaucoup plus d'interpréter ce que j'ai envie d'interpréter? Donc, je voudrais quand même que vous donniez encore beaucoup d'éclaircissements et que vous essayez encore de nous expliquer votre démarche pour beaucoup plus pour que l'on puisse s'en inspirer, quoi, pour qu'on puisse aboutir à des résultats vraiment crédibles, rentables, rigoureux, véridiques, même s'ils sont un peu paradoxaux par rapport aux prénotions, comme on les appelle. Là, vous avez parlé tout à l'heure d'une enquête que vous avez faite. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Lorsque les entreprises lorsque ça va bien pour les entreprises, elles se sentent menacées. Bon, est-ce que vous avez fait ça seulement à l'échelle de la population d'entreprise, ou est-ce que vous êtes intéressé aussi au problème de l'offre, enfin du client, hein, par rapport aux relations par rapport au client? Est-ce que vous avez fait une enquête, c'est-à-dire pas macro-sociologique, mais en dehors de l'entreprise? Oui. Bon, non. Pour la seconde question, non. Pour nous, le client, c'est le marché, c'est les ventes. Hein. C'est comme ça qu'on pensait le client, mais c'est pas... En fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a toute la question de la sous-traitance. Alors, mais pour répondre à votre question, fondamentalement, non. On a travaillé sur les dynamiques d'entreprise et transforme. Ce qu'on voulait savoir, c'est
dans le contexte de mondialisation des marchés, la transformation des stratégies d'entreprise a quoi comme incidence sur la vie réelle du travail dans les usines, dans les entreprises? Alors là, il y a des éléments de sous-traitance qui apparaissent à une certaine période, mais pas pour n'importe quelle raison, et ainsi de suite. Pour revenir maintenant à l'autre question, c'est une question de position, d'attitude, de prédisposition, c'est-à-dire de sensibilité. À mon sens, quand je dis lecture verticale, c'est avoir le souci de concilier constamment les possibilités de généralisation et le terrain et l'empirie, d'essayer de les penser simultanément, ensemble, et non pas en étapes successives. Je ferai ma remontée à la fin. Essayez d'avoir des pré-scénarios, et on n'est pas obligé de les suivre. Hein. D'ailleurs, souvent, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Ça nous a donné une logique. Et la manière concrète de concilier, c'est précisément le problème du niveau. C'est là. Et ce problème du niveau, on peut le régler de différentes manières. Il y a le modèle, il y a un précadrage, donc. Ou alors, on peut essayer de jouer de la représentativité. Et vous me dites, oui, mais attention, est-ce qu'on n'est pas en train d'interpréter? Eh bien, c'est justement là la question. Bien sûr qu'on est en train d'interpréter le passage d'un cadrage théorique, donc à un niveau de généralisation élevé à une réalité empirique, ça renvoie à l'interprétation. Mais alors, comment on fait pour être savant et non pas essayiste? Et la réponse, elle est simple. Dans mon esprit, mais c'est un esprit peut-être un peu positiviste, consiste à donner à voir nos opérations. Comment on le fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est soumis au jugement. Quelle est la valeur, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, quelle est la valeur du passage de la propriété dans la vie? Est-ce que c'est si important que ça? Là, on peut être critiqué. Est-ce que le changement d'organisation du travail est si important que ça? Là, on peut être critiqué. Quelqu'un pourra dire, écoutez, dans votre modèle, pour reprendre le cas de mon étudiant, vous avez retenu privatisation et vous avez retenu organisation du travail. Mais vous auriez pu retenir type de produit. Et là, théoriquement, s'il me montre que le type de produit est plus important il va me remettre en question. Mais l'enjeu, c'est de donner les opérations à voir. Voici ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et puis, allez-y, critiquez-moi. On est là, on est dans la constitution d'un savoir qui doit se donner à voir. Et ce que, personnellement, je n'apprécie pas beaucoup, mais ça, c'est mon point de vue, c'est ce genre d'enquête qui repose sur 40 entrevues. Et là, on ne sait pas comment on fait un passage tout d'un coup. À partir de 4-5 extraits d'entrevues, on est en train de me dire que je suis en passage à une société post-X ou à je ne sais pas trop quoi. Moi, je veux voir les choses. Comment? Alors l'analyse d'entrevue, là aussi, je vous ramène à Lazarsfeld, je vous ramène à Alan Barton. Je veux dire, on parlait de savoir cumulatif. André Ducret parlait de ça. Eh bien, les opérations, les entrevues, l'opération de réduction d'entrevues, ça existe. Hein? L'opération de substruction, ça existe. L'opération de substruction de la substruction, ça existe. On dégage l'infrastructure logique et dimensionnelle. Là, j'ai une construction qui se donne à voir dans les choix de catégories, puis je ne suis pas d'accord, ou je suis d'accord, mais je vois où vont les choses. C'est pas le même truc que 3 extraits d'entrevue à la fin et voyez la société de s'envolant. Non seulement il n'y a pas eu d'échantillonnage au départ, mais non seulement il n'y a pas de choix raisonné, mais en plus, les gens disent cela, donc on s'en va là. Moi, encore une fois, j'accorde beaucoup d'importance au discours. Je ne me mets pas en position de positivisme pur, mais j'ai un petit fond positivisme en vieillissant, là, qui reprend le dessus. J'ai fait ma thèse de doctorat en sens inverse. Hein, mais ma réponse, c'est ça, c'est qu'on fait ce que le scientifique fait. On fait c'est-à-dire qu'on présente les opérations. Puis on peut les critiquer. À propos de tel médicament, l'industrie pharmaceutique a fait telle enquête et elle a retenu quoi comme variable? Eh bien là, on va critiquer parce que telle et telle autre variable n'ont pas été retenues. Nous aussi, on peut faire cela sans sombrer là, dans une démarche fermée avec un mimétisme des sciences.
des sciences humides. On est doté d'intentionnalité, de réflexivité, on a compris ça. Pardon? Alors, on a une dernière intervention avec Jean Lemeunck. Bien, merci beaucoup pour cet exposé parce que quand il y a un cas, ça devient toujours plus parlant, je trouve, les questions d'épistémologie. Là, juste deux remarques. La première, je ne pense pas qu'on doive partir avec, commencer un doctorat ou une enquête avec une théorie, mais on doit commencer avec une problématique, et c'est ce qui me semble être le cas que tu as proposé. Au fond, tu es parti avec cette question, l'éthos du travail change-t-il et est-ce qu'on peut corréler ce changement à l'organisation, au mode de propriété? Ça, c'est une problématique, c'est pas une théorie. Et la théorie, elle vient à la fin, ou en chemin, évidemment. Mais je ne pense pas qu'on devrait partir avec l'idée un peu fausse qu'il faut nécessairement une théorie au départ. Mais par contre, la problématique... Alors, ce qui me semble important, c'est pas seulement que on conteste de cette façon le micro, le centrage sur le micro-niveau, c'est surtout qu'on conteste l'inductivisme naïf, qui est une position que même Popper a absolument contestée de manière systématique dans la grande tradition positiviste. Popper lui-même n'a jamais défendu l'inductivisme. Il s'est dressé contre l'inductivisme. Or, j'observe effectivement aujourd'hui un retour de l'inductivisme le plus naïf lorsque j'entends des sociologues, notamment influencés par l'anthropologie, il faut le dire qu'ils vont se laisser mener par leur terrain. J'entends ça très souvent. Et là, franchement, j'ai envie de ressortir effectivement les œuvres les plus fondamentales du Cercle de Vienne pour expliquer que l'inductivisme ne conduit absolument à rien. Il me semble que c'est ça que tu as montré. Tu as montré qu'il y a une espèce de va-et-vient entre les données empiriques inductives et effectivement, chaque fois, des hypothèses qui sont faites, qui sont corrigées, mais ce n'est pas de l'inductivisme. Et alors, la seconde remarque que je voulais faire, c'était, j'ai eu un peu le même sentiment que vous, mais c'est donc concernant, est-ce que, la question suivante, est-ce que la modélisation nous donne automatiquement le chemin de l'articulation du micro et du macro? Alors, peut-être que oui, dans ton cas, mais ça ne va pas de soi de manière systématique pour la raison suivante. La modélisation consiste à dégager, au fond, des règles virtuelles. On essaye de construire un modèle. Pour faire l'articulation du micro et du macro, on doit en fait articuler deux séries empiriques. Il y a une série empirique micro, au niveau micro, on constate des choses, on enregistre des faits, mais s'il y a vraiment un niveau macro, c'est qu'il y a des faits macro. Et donc, il y a un niveau empirique macro. Donc, en fait, le modèle que l'on doit construire pour articuler micro-macro suppose deux enquêtes empiriques, pourrait-on dire, pour simplifier. Une enquête empirique micro et puis une enquête empirique macro. Il faut repérer, effectivement, à un autre niveau, un niveau agrégé, des faits empiriques de type macro. Bon, les exemples qu'on peut donner, c'est est-ce qu'il y a je ne sais pas moi, une structure de classe, par exemple. Ça, on ne peut pas récolter les éléments uniquement sur des enquêtes micro. Pour avoir une structure de classe, il faut vraiment agréger beaucoup d'éléments macro. Donc, je pense, si tu veux, que ce n'est pas parce qu'on a un modèle qu'on a automatiquement l'articulation. Et si on veut un modèle qui fasse l'articulation, alors il faut un modèle qui articule effectivement deux séries de données empiriques, l'une micro et l'autre macro. C'est comme ça que je verrai les choses. Est-ce que je peux te poser une question? Comment, pour revenir au premier point, mais avant de revenir au premier point, sur l'induction, je voudrais simplement souligner que moi, je suis très sensible. Je ne ferme jamais la porte à la démarche inductive. Au contraire, souvent, souvent, une information clé en entrevue nous a permis de, parce que c'est une information factuelle, nous a permis de revoir des choses. Et aussi, certains terrains, par exemple, j'ai travaillé sur les représentations de l'avenir. C'est une démarche qui, par définition, était inductive. Donc, je suis très ouvert à cela.
Mais je voudrais revenir sur cette idée de problématique et de cadre théorique. Et toi, tu considères qu'on peut avoir une problématique qui ne comporte pas implicitement un cadre théorique? Oui. C'est parce qu'on Par donne exemple? un concept fort de théorie. Une théorie, ça suppose une série de liens entre des concepts. C'est pas seulement des concepts, c'est des liens entre des concepts. Bien sûr. Des concepts dont on explique effectivement la pertinence, la vraisemblance, etc. Et donc, la théorie est un produit élaboré, je dirais. On doit donner un vrai statut à la question, à la problématique, à une problématologie de la recherche. Je comprends ton raisonnement. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu vois, ce qu'il y a d'implicite, c'est que finalement, le mode de propriété et le mode d'organisation du travail a vraisemblablement des incidences sur l'éthos du travail. C'est implicite. Il n'y a pas une théorie au départ de cela. On va sur le terrain, mais il faut être conscient que dans cette recherche, l'étudiant a fait un choix et c'est en quelque sorte un peu enfermé à l'intérieur de cela, puisque tout est structuré. Donc, en ce sens-là, c'est pas la même chose que si on avait dit, écoute, tu veux travailler sur le changement d'éthos. Bon, on sait qu'il y a un regain religieux depuis la chute, depuis le changement de régime. Donc, tu vas retenir un échantillon d'orthodoxes pratiquants de longue date, d'autres qui reviennent pratiquer et d'autres qui ne pratiquent pas, et on refait notre truc. Et alors là, ça a une portée, mais pas à peu près. Poser la question de l'éthos du travail en lien avec la religion, c'est la première objection qu'on pourrait faire à la recherche de mon étudiant. C'est-à-dire qu'il y a une lecture matérialiste dans cette problématique. On aurait pu partir de la religion. Et c'est une objection totalement valable, solide. Et d'ailleurs, possiblement que ça aurait été plus parlant si on avait pris la religion. Mais il a fait un pré-choix. Donc, en ce sens-là, dans la question, si on entend la même chose par problématique, c'est-à-dire on regarde un problème, mais on introduit un questionnement dans la problématique. Moi, je crois qu'il faut être attentif parce que souvent, il y a implicitement du précadrage théorique. Mais je suis parfaitement conscient que ce n'est pas la même chose que de dire « je vais vérifier la théorie de la paupérisation progressive ». Paf, je construis le modèle, je regarde la montée des classes moyennes, etc. Puis voilà, la théorie ne tient pas. Là, je te suis très bien. Mais à mon sens, il faut quand même pas perdre de vue les choix implicites que comporte la problématique. Je peux me permettre de lier un peu à l'état d'avancement de notre travail. Donc, on définit d'abord un sujet, un objectif. Et puis, donc, on fait d'abord notre pré-enquête, une enquête pilote, enfin une petite recherche entonnoir pour voir où en est l'état empirique. Et je crois que la théorie intervient après coup. Je crois que c'est ça. C'est après avoir fait ça qu'on peut se livrer à une lecture bibliographique dont on sélectionne un peu les données qui nous intéressent par rapport à notre travail. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si vous le partagez. Oui, bien sûr. C'est une manière de faire. Alors, il est précisément 17 heures.